Et bonjour. Alors, aujourd'hui, une petite vidéo pour répondre à la question que devons-nous à l'État? C'est une question que j'ai prise dans le livre Anabac 2024 aux éditions Hatier. Et j'ai pris la peine de répondre à cette question. Alors, que devons-nous à l'État? Nous devons en changer les dirigeants quand ils deviennent injustes. Essayons de démontrer cela. Mais avant, analysons la question. Que devons-nous à l'État? Analysons d'abord devoir A. Devoir A signifie avoir une dette. Devoir A signifie également avoir une obligation. Pourtant, dette et obligation peuvent être deux choses différentes. En effet, on peut avoir des obligations envers une chose sans avoir de dette et inversement. Par exemple, les parents ont l'obligation de s'occuper de leurs enfants alors qu'ils n'ont pas de dette envers eux. Analysons maintenant l'idée d'État présente dans notre question. L'État dans la perspective de Rousseau est ce qui résulte de l'association produite par le contrat social. Qu'est-ce que le contrat social? Dans le chapitre 6 du livre 1 du contrat social, Rousseau nous dit que le contrat social est une forme d'association qui défend et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéit pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Le but de cette association étant d'être plus en sécurité que dans l'état de nature. De cet acte d'association, Rousseau nous dit, toujours dans le chapitre 6 du livre 1, qu'il produit un corps moral et collectif, lequel est appelé État par ses membres. L'État donc est ce qui résulte de la passation du contrat social. Comment envisager notre question au regard de ces définitions? Si l'on se référait à l'idée de devoir telle que nous l'avons définie, on pourrait dire que nous avons des devoirs envers l'État pour deux raisons. Premièrement, nous avons des devoirs envers lui, à cause de tout ce qu'il a fait pour nous. C'est la perspective de la dette que nous avons vue plus haut. Deuxièmement, nous avons des devoirs envers lui par civisme. C'est la perspective de la responsabilité que nous avons vue quand nous avons mentionné la responsabilité des parents envers leurs enfants. Cependant, si l'on se référait à l'idée d'État telle que Rousseau l'a définie, on pourrait se demander si nous avons seulement des devoirs envers l'État, ou si l'État a aussi des devoirs envers nous. En effet, dans la perspective de Rousseau, l'État est la résultante d'une forme d'association produite par chacun de ses membres dans le but d'être plus en sécurité que dans l'état de nature. Et cette association est rendue caduque quand la sécurité de chacun de ses membres n'est plus assurée. Conclusion. Au regard de ce qui précède, nous devons nous demander ce que nous devons à l'État et ce que l'État nous doit. Pour répondre à cette question, je vais adopter le point de vue de Rousseau dans le contrat social. Dans un premier temps, nous nous demanderons ce que l'État nous doit si l'on envisage qu'il est un contrat social passé entre chacun de ses membres. Dans un second temps, nous nous demanderons ce que nous lui devons, toujours en l'envisageant comme un contrat passé entre chacun de ses membres. Enfin, nous nous demanderons si la question de notre rapport à l'État doit nécessairement se poser en termes de contrat ou si l'on peut l'envisager sous l'angle de la morale. Voyons d'abord ce que l'État nous doit quand il est pensé comme résultant d'un contrat passé entre chacun de ses membres. Dans le contrat social, Rousseau nous explique que l'état de nature n'est pas avantageux pour l'homme et qu'en conséquence, les hommes ont besoin de passer entre eux un contrat social pour gagner en sécurité. Autrement dit,
Rousseau nous dit que les humains ont besoin de s'associer entre eux afin de vivre plus facilement. Pour rappel, nous avons vu tout à l'heure que cette association prenait le nom d'État sous la plume de Rousseau. Ainsi, on peut dire que l'État doit aux humains une sécurité supérieure à celle qu'ils auraient dans l'état de nature. Ce que l'homme perd par le contrat social, nous dit Rousseau, c'est sa liberté naturelle. Ce qu'il gagne, c'est la liberté civile et la propriété de tout ce qu'il possède. Dans cette idée, on peut voir que selon Rousseau, l'État doit également permettre aux humains de jouir de propriété. Rousseau nous dit enfin que les hommes peuvent être inégaux en force ou en génie dans l'état de nature, mais qu'ils deviennent tous égaux par le contrat social. Autrement dit, Rousseau nous dit que le contrat social permet d'installer de l'égalité entre les humains. Cette égalité produite par le contrat social, on pourrait l'interpréter comme un devoir pour l'État d'assurer l'égalité à tous les citoyens qui le composent. En conclusion, on peut dire, si l'on suit la perspective de Rousseau, qu'à minima, l'État doit assurer aux citoyens sécurité, propriété et égalité. Cependant, ne perdons pas de vue que dans le chapitre 6 du livre 1 du contrat social, Rousseau nous dit que le contrat social est une forme d'association qui défend et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéit pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Ne perdons pas de vue donc que pour que le contrat social protège chacun de la force commune, il faut que chacun ait des obligations envers cette force commune qu'est l'État, afin qu'elle ne devienne pas prédatrice. Ceci nous conduit vers notre seconde question, à savoir, qu'est-ce que nous devons à l'État? Rousseau nous dit que le passage de l'état de nature à l'état civil fait que la voie du devoir succédant à l'impulsion physique et le droit à l'appétit, l'homme qui jusque-là n'avait regardé que lui-même se voit forcé d'agir sous d'autres principes et de consulter sa raison avant de consulter ses penchants. Autrement dit, Rousseau nous dit que l'individu qui adhère au contrat social doit agir suivant sa raison plutôt que suivant ses instincts. En conséquence, on peut dire que l'individu qui adhère au contrat social ne doit pas se comporter de manière individualiste envers l'État, mais qu'au contraire, il doit se comporter de manière collectiviste. L'individu doit donc renoncer à l'individualisme au profit du collectivisme. C'est son premier devoir envers l'État. Cette idée que les individus doivent renoncer à l'individualisme doit être mise en rapport à ce que nous avons dit tout à l'heure relativement au devoir que l'État a envers les individus. En effet, nous avons dit tout à l'heure que l'État devait permettre aux citoyens de vivre en sécurité, qu'il devait leur permettre d'accéder à des propriétés, et qu'enfin, il devait installer de l'égalité entre eux. Or, pour que cela advienne, il faut que tout un chacun renonce à son individualisme, au profit du collectivisme. En conséquence, il faut que tous les individus qui composent l'État renoncent à agresser autrui, afin que chacun puisse vivre en sécurité. Il faut que tous ces individus respectent la propriété d'autrui, afin que chacun puisse jouir de sa propriété. Enfin, il faut que tous ces individus traitent les autres comme leurs égaux, afin qu'ils puissent bénéficier de l'égalité. Ceci est inévitable, puisque selon Rousseau, l'État, c'est la somme des individus qui adhèrent au contrat social. Ainsi, les devoirs des individus envers l'État sont les mêmes que les devoirs de l'État envers l'individu. À ce stade de notre raisonnement, on pourrait supposer que l'homme pourrait perdre quelque chose en renonçant à son individualisme et qu'en conséquence, il pourrait être lésé. Mais Rousseau nous dit que si l'homme perd bien sa liberté naturelle par le contrat social, à la place, il gagne la liberté civile. Il ajoute, pour nous aider à comprendre cette compensation, qu'il faut bien distinguer la liberté naturelle qui n'a pour borne que les forces de l'individu de la liberté civile
qui n'est limité que par la volonté générale. Autrement dit, Rousseau nous dit que l'individu a tout à gagner à renoncer à sa liberté naturelle au profit de la liberté civile, car la force du collectif est supérieure à la force de l'individu. À tous ces acquis apportés par l'état civil, sécurité, propriété, égalité, Rousseau ajoute un autre acquis. Il nous dit que grâce au contrat social, l'action des individus gagne en moralité, cela à cause du fait qu'obéir à l'impulsion de son seul appétit est esclavage, alors que l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Ce dernier acquis nous conduit à la dernière question que je veux aborder aujourd'hui, à savoir, a-t-on un devoir moral envers l'État qui dépasse la notion de contrat? Nous avons vu jusqu'à maintenant que ce qui motivait la passation du contrat naturel, c'était une volonté de sortir de l'état de nature pour gagner en sécurité, pour garantir la propriété et pour compenser les inégalités interindividuelles. Cette alliance entre individus, nous avons vu qu'elle prenait le nom d'État sous la plume de Rousseau, et qu'elle était une forme d'engagement réciproque entre chacun des membres passant le contrat. Maintenant, Rousseau nous dit que l'obéissance aux lois que les individus se sont prescrites les fait gagner en moralité. Or, la moralité comme motivation est une motivation différente de la motivation de la réciprocité. En effet, la réciprocité suggère que chaque individu est un moyen pour permettre aux autres individus d'atteindre les fins énoncées ci-dessus, à savoir la sécurité, la propriété et l'égalité. A l'inverse, la moralité implique, selon Kant, de ne pas traiter les individus comme des simples moyens, mais de les traiter comme des fins en soi. C'est une idée qu'il exprime dans l'une des versions de l'impératif catégorique que l'on peut lire dans la deuxième section de Fondements de la métaphysique des mœurs. Je cite. Agis à l'égard de tout être raisonnable, de telle sorte qu'il ait en même temps dans ta maxime la valeur d'une fin en soi. La moralité donc implique de traiter tout être raisonnable comme une fin en soi, alors que la réciprocité implique dans le contrat social d'être dans un rapport de donnant-donnant, dans lequel les autres ne sont que des moyens. Pourtant, Rousseau nous dit que l'obéissance aux lois que les individus se sont prescrits les fait gagner en moralité. Il le dit probablement parce qu'il a l'intuition de l'impératif catégorique et qu'en conséquence, il a l'intuition qu'il faut traiter tout être raisonnable comme une fin en soi. Ce point pourtant, il ne le démontre pas par un raisonnement. C'est pourquoi je dis qu'il en a l'intuition. C'est une très bonne intuition d'ailleurs. À mes yeux, les individus qui se mettent à agir par moralité ont un plus grand sens du devoir que les individus qui agissent seulement dans le but de la réciprocité. Cette dichotomie entre la dette et l'obligation, nous l'avons déjà mentionné quand nous avons analysé la question d'aujourd'hui, je cite. On peut avoir des obligations envers une chose sans avoir de dette, et inversement. Par exemple, les parents ont l'obligation de s'occuper de leurs enfants alors qu'ils n'ont pas de dette envers eux. C'est ce type d'obligation qui oblige moralement et qui devrait obliger les individus envers l'État, pensés en tant que collectif. Cependant, je voudrais rappeler une idée de Rousseau que nous avons mentionnée précédemment, à savoir l'idée que l'association produite par le contrat social est rendue caduque quand la sécurité de chacun des membres de la société n'est plus assurée. Cette idée tempère un peu l'idée grandiose d'obligation gratuite à l'égard du collectif impliqué par l'impératif catégorique. Mais peut-être y a-t-il un équilibre à trouver entre les deux idées. Il faudrait savoir s'obliger envers l'État sans rien attendre en retour de sa part, tout en sachant reconnaître quand il devient corrompu et qu'il n'accomplit plus sa mission première. Dans cette situation, ce qu'il faudrait faire, c'est sans doute changer les personnes qui ont la charge de faire fonctionner les institutions, afin que le contrat social reprenne son sens. La moralité serait sans aucun doute le meilleur motif pour faire ce changement. En effet, quand on se préoccupe des autres, on ne peut pas accepter qu'ils soient maltraités par l'État. Dans cette perspective, l'impératif moral nous obligerait à mettre fin à sa tyrannie, et ce faisant, nous accomplirions notre devoir envers lui. Cela va dans le sens de l'idée mentionnée au début de cet exposé,
et qui répondait avec hardiesse à la question « Que devons-nous à l'État ?» Nous avions répondu « Nous devons en changer des dirigeants quand ils deviennent injustes. » N'hésitez pas à lire le premier livre du contrat social de Rousseau pour retrouver les idées mentionnées aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.